Il pensait pouvoir humilier indéfiniment une pauvre fille de rien. Ma belle-mère m'a regardé devant toute la famille, puis a hurlé d'une voix glaciale. « Que ta mère dorme dans le garage !» Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas justifiée. J'ai lentement sorti mon téléphone et j'ai souri. Avant de nous plonger dans notre histoire, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous nous regardez ou lisez. Qui sait, peut-être qu'un simple commentaire révélera que vous avez vécu des expériences très similaires à celles des personnages de notre récit d'aujourd'hui. C'est une histoire de persévérance, de respect pour ses parents et de succès silencieux, un succès qui n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits pour être réel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est ici que nous découvrirons cette femme que tout le monde croyait n'être qu'une fille ordinaire. Mais derrière son silence se cachait une vie que les yeux habitués à juger ne pouvaient pas mesurer. Amélie Dubois a grandi dans une minuscule chambre louée derrière le marché de Saint-Denis. Si vous aviez vu leur logement de l'époque, vous auriez à peine imaginé qu'un enfant y rêvait d'un grand avenir. Les murs étaient fins, le toit rapiécé, et lorsqu'il pleuvait fort, elle devait placer des bassines dans les coins de la pièce pour recueillir l'eau qui goûtait. Mais malgré ces conditions de vie, sa mère, Hélène, ne perdait jamais son sourire. « Ma fille, n'aie jamais honte de notre petit chez nous », disait souvent Hélène en recousant le tablier d'école d'Amélie à la lueur vacillante d'une faible lampe. Ce que contient le cœur est bien plus important que la taille du salon. Amélie était encore une petite fille quand son père est parti. Il n'a laissé derrière lui aucun moyen de subsistance, ni même une explication décente. Amélie ne se souvenait que de cette nuit où sa mère pleurait en serrant leur vieille tirelire en forme de cochon cassé. C'est là qu'elle a compris pour la première fois qu'il y a des gens qui sortent de votre vie et vous laissent seule au milieu de la faim, des dettes et de la honte. À partir de ce jour, Hélène fut à la fois son père et sa mère. Le matin, elle faisait la lessive pour les voisins. L'après-midi, elle raccommodait des vêtements déchirés. Le soir, elle aidait parfois à la petite gargote de Madame Dorca en échange de la nourriture qu'elles mangeaient toutes les deux. Même épuisée, elle ne se plaignait jamais devant sa fille. Quand Amélie lui demandait pourquoi elle ne se reposait pas, Hélène souriait simplement et disait « Quand tu auras ton diplôme, ma chérie, alors je dormirai profondément et paisiblement. » C'est ainsi qu'Amélie a grandi, silencieuse mais déterminée. Elle n'était pas le genre de fille qui aimait se disputer. Elle ne supportait ni la compétition ni les sbrouffes. À l'école, lorsque les enfants se moquaient d'elle parce qu'elle portait toujours les mêmes chaussures usées, elle ne pleurait pas devant eux. Elle rentrait chez elle, nettoyait ses chaussures et étudiait encore plus dur. Une de ses camarades de classe, nommée Sophie, lui a demandé un jour « Amélie, pourquoi ne te défends-tu pas quand on t'embête ?» Amélie a juste baissé les yeux sur son cahier et a répondu doucement « Il y a des batailles qu'il ne faut pas crier. Je veux qu'un jour ma réponse ne soit pas faite de mots, mais de la vie que j'aurai durement construite. » Grâce à sa diligence et à son intelligence, Amélie a obtenu son diplôme Michouchouir, bien que cela n'ait pas été facile. Elle a souvent failli abandonner. Il y eut une période où elle n'avait presque pas d'argent pour les frais de scolarité, et Hélène a dû vendre la seule bague qu'elle avait héritée de sa propre mère. Cette nuit-là, Amélie a vu sa mère assise en silence près de la fenêtre, tenant la boîte à bijoux vide dans ses mains. « Maman, je ne vais plus à l'université. Je vais chercher un travail, » dit Amélie d'une voix tremblante. Hélène la saisit fermement par les épaules. « Ne gâche pas nos efforts, ma chérie. Les difficultés passent, mais le savoir, tu peux l'emporter partout avec toi. » Ces mots sont devenus le phare d'Amélie pendant de nombreuses années sombres. Après avoir obtenu son diplôme, Amélie a commencé à travailler comme réceptionniste dans une petite pension un peu délabrée près de la gare de l'Est. Ce n'était pas un endroit luxueux. Parfois, la climatisation tombait en panne. D'autres fois, des clients furieux arrivaient parce que leur réservation avait été perdue ou il n'y avait tout simplement pas assez de personnel. Ainsi, il arrivait parfois qu'Amélie doive aussi nettoyer le hall. Mais c'est dans cet endroit qu'elle a vraiment appris le monde de l'hôtellerie. Elle ne se contentait pas de prendre des appels ou de donner des clés. Elle a appris à calmer un client irrité, à organiser les horaires des femmes de ménage, à trouver des fournisseurs bon marché sans sacrifier la qualité, et à rendre mémorables même les services les plus simples. Si un client se plaignait, elle était en première ligne. « Madame, je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé », dit-elle un jour doucement à une femme furieuse parce que sa chambre n'avait pas été nettoyée. « Je ne vais pas chercher d'excuses pour nos manquements juste pour étouffer l'affaire. Je vais régler cela immédiatement, et en attendant, vous êtes notre invité pour un dîner dans notre petit café. » Le gérant, M. Pierre, l'observait souvent et lui dit un jour « Vous êtes gâchée ici, Amélie.
Votre intelligence est faite pour un grand hôtel. Amélie ne répondit pas, mais dans son cœur, une petite flamme commençait à brûler plus fort. Elle ne voulait pas rester derrière un comptoir toute sa vie. Elle voulait créer un endroit où chaque client, qu'il soit riche ou pauvre, serait traité avec dignité. C'est là qu'elle a rencontré Antoine Fournier, un vieux propriétaire d'hôtel qui s'était enregistré un jour à la pension parce qu'il ne voulait pas rester dans son propre hôtel, qui était lentement en train de faire faillite. Antoine ne révéla pas tout de suite qui il était vraiment. Il s'assit simplement dans le hall un soir et observa Amélie gérer plusieurs problèmes à la fois. Une réservation perdue, un enfant fiévreux et un étranger qui ne comprenait pas comment se rendre à l'hôpital. Quand le chaos se calma, le vieil homme l'appela. « Ma petite, qui vous a appris cela? À quoi pensez-vous, monsieur? À traiter les gens à problème comme des êtres humains, et non comme un fardeau. » Amélie resta silencieuse un instant, puis sourit. « Ma mère m'a dit que si quelqu'un vient à toi avec un problème, ne regarde pas s'il te dérange. Pense d'abord à combien de temps il a supporté avant d'oser demander de l'aide. » À partir de ce moment, Antoine revint souvent à la pension, discutant avec Amélie de l'industrie, des affaires, des erreurs des grands hôtels où le faste est plus important que l'attention. Jusqu'au jour où il proposa à Amélie de l'aider dans son propre vieil hôtel, qui était au bord de la fermeture, le Grand Hôtel Étoile. Au début, Amélie refusa. « Monsieur, je ne suis qu'une réceptionniste. Je ne peux pas diriger un hôtel. » Antoine sourit. « Mon hôtel n'a pas besoin de titre, Amélie. Il a besoin de quelqu'un qui sait écouter. » Quand elle accepta l'opportunité, en quelques années, presque toute sa vie tourna autour de l'hôtel. Elle y était du petit matin jusqu'à tard le soir. Elle a reconstruit les systèmes. Elle a appris au personnel qu'il ne suffisait pas d'être rapide, il fallait aussi être chaleureux. Elle a remplacé le système de réservation défectueux, a négocié avec les fournisseurs locaux. Elle a créé un petit programme qui offrait un hébergement gratuit pour la nuit aux familles des patients traités dans les hôpitaux voisins, s'il y avait des chambres libres. Lentement mais sûrement, la confiance des clients est revenue. Alors que le Grand Hôtel Étoile refleurissait, la santé d'Antoine déclinait. Il n'avait ni femme ni enfant, et ses parents étaient plus intéressés par la vente de l'hôtel que par sa survie. Avant de mourir, il fit venir Amélie dans son bureau. « Amélie, » dit-il doucement, assis dans le fauteuil en cuir qui semblait plus lourd que son propre corps. « Tu aimes cet hôtel plus que mes propres parents de sang, qui n'attendent que de s'en débarrasser. Monsieur, ne parlez pas comme ça. Écoute-moi. Je vais te vendre la majorité de mes actions. Pas à un prix qui te rendra riche, mais à un prix que tu pourras payer en temps voulu. Ma seule condition est que tu ne laisses jamais le cœur de cet endroit se perdre. » Amélie a pleuré ce jour-là. Pas pour la fortune, mais parce que quelqu'un croyait en elle plus qu'elle n'avait jamais pu croire en elle-même. Au fil des ans, le Grand Hôtel Étoile est devenu l'un des hôtels les plus respectés de Paris. Mais Amélie est restée particulière. Elle ne se présentait pas en public comme la grande propriétaire. Elle portait souvent un simple chemisier, pas de bijoux coûteux, et se mêlait parfois aux employés. Pour elle, rester discrètement en arrière-plan était beaucoup plus sûr. C'est ainsi qu'elle pouvait voir la vraie nature des gens, quand ils ne savaient pas qui elle était. C'est lors d'un événement caritatif organisé pour aider les Restos du Cœur qu'elle a rencontré Henri de Valois. Henri venait d'une vieille famille riche et influente. Il était grand, bien habillé et cultivé, mais il y avait dans ses yeux une sorte de tristesse qu'Amélie a immédiatement remarquée. Ce soir-là, Amélie était occupée à organiser les colis d'aide, tandis qu'Henri aidait aussi à porter des cartons, bien que certains de ses amis aient essayé de l'en dissuader. « Ça ne te va pas de porter des sacs », plaisanta Amélie en voyant l'homme lutter avec une boîte pleine de conserves. Henri sourit. « À toi non plus, ça ne te va pas de donner des ordres tout en faisant le plus gros du travail. » C'est là que leur conversation légère a commencé. Amélie n'a pas révélé qu'elle était la propriétaire de l'hôtel qui sponsorisait l'événement caritatif. Elle a simplement dit qu'elle aidait à la coordination. Henri, de son côté, n'a pas posé trop de questions. Au cours de leurs rencontres ultérieures, ils ont appris à mieux se connaître. Amélie a vu qu'Henri était gentil, empathique et pas aussi arrogant que les autres personnes qui l'entouraient. Mais elle a aussi remarqué autre chose. Quand il était question de sa famille, la voix d'Henri s'éteignait toujours. « Tu as peur de ta mère ?» demanda un jour Amélie alors qu'ils mangeaient dans un simple snack de rue. Henri s'arrêta un instant. « Je n'ai pas peur. Peu. Être suis-je simplement trop habituée à l'obéissance. »« Ce n'est pas la même chose, » dit Amélie. Henri soupira. « Je sais. » Quand Henri a présenté Amélie à la famille de Valois, Amélie a ressenti pour la première fois la froideur du monde dans lequel elle entrait. Geneviève de Valois, la mère d'Henri, était toujours assise le dos droit, le menton haut.
et semblait habituée à ce que tout le monde attende ses ordres. Elle a toisé Amélie de la tête aux pieds, comme si elle évaluait le prix de ses vêtements plutôt que son caractère. « Alors, c'est vous, Amélie. De quelle famille venez-vous ? » « Nous n'avons pas de nom de famille connu, Madame de Valois. Il n'y a que moi et ma mère. » Chloé, la sœur d'Henri, assise sur le canapé et pianotant sur son téléphone coûteux, a esquissé un léger sourire narquois. « Quelle modestie !» murmura-t-elle, mais assez fort pour être entendue. Il y avait aussi Roland, l'oncle d'Henri, qui tenait toujours un cigare à la main, même s'il ne l'allumait jamais. Il observait Amélie en silence, scrutateur, comme s'il cherchait une faille. À l'autre bout de la pièce se trouvait Rebecca Moreau, l'ex-petite amie d'Henri, traitée comme une sorte d'amie de la famille. Elle était belle, élégante et visiblement très à l'aise dans la villa des de Valois, comme si c'était elle qui devait être là, et non Amélie. « Henri !» appela Geneviève alors qu'Amélie était allée aux toilettes, sans se douter qu'Amélie l'entendait depuis le couloir. « Tu pouvais choisir parmi tant de filles. Pourquoi en choisir une à qui il faut même apprendre comment s'asseoir à table ?» Amélie s'arrêta derrière le mur, fermant les yeux un instant. Si elle avait été quelqu'un d'autre, elle serait être entrée pour répliquer. Mais elle se souvint d'Hélène. Elle se souvint de son conseil de ne jamais laisser l'humiliation des autres rabaisser sa propre humanité. Elle est donc retournée à table avec un visage calme. Malgré la froideur de la famille, ils se sont mariés avec Henri. La cérémonie fut simple. Hélène était heureuse, et c'était le plus important pour Amélie. Alors que sa mère lui tenait la main avant qu'elle ne s'avance vers l'autel, elle lui chuchota. « Ma fille, es-tu sûre ? Je n'ai pas besoin d'un gendre luxueux, juste d'un homme qui ne t'abandonnera jamais. » Amélie regarda Henri qui l'attendait à l'autel. « C'est un homme bon, maman. Il doit juste apprendre à être fort. » Après le mariage, Amélie emménagea dans la villa des de Valois à Neuilly-sur-Seine. C'est là que commencèrent les petites blessures quotidiennes. Parfois, Geneviève la plaçait au bout de la table quand il y avait des invités. Parfois, Chloé faisait des remarques sarcastiques sur ses vêtements sans marque. D'autres fois, Rebecca apparaissait soudainement et racontait des histoires du passé avec Henri. Et Roland lui faisait constamment sentir qu'Amélie n'apportait rien au nom de la famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il la méprisait, Amélie dirigeait sa propre entreprise depuis les coulisses, discrètement mais professionnellement. Chaque matin, avant de s'asseoir pour le petit déjeuner des de Valois, elle avait déjà parlé avec Pierre Dubois, le directeur du Grand Hôtel Étoile. Chaque soir, après une remarque piquante de sa belle-mère, elle se plongeait dans les rapports financiers de l'hôtel. Elle n'avait pas besoin de la fortune des de Valois. Honnêtement, si elle l'avait voulu, elle aurait pu racheter les propriétés dont il se vantait tant. Mais ce n'était pas son but. Elle voulait juste une famille normale et espérait que la famille d'Henri apprendrait avec le temps à aimer la femme qui ne venait pas de leur milieu. Au fil du temps, Amélie remarqua que quelque chose d'étrange se passait avec les finances des de Valois. Il y avait des appels que Geneviève évitait. Il y avait des enveloppes de factures qu'il cachait dans un tiroir. Roland menait souvent des conversations secrètes dans le garage. Mais pour l'instant, Amélie ne disait rien. Elle ne voulait pas passer pour celle qui cherche les problèmes. Elle s'inquiétait plutôt pour Hélène. Lors de leur dernière conversation téléphonique, elle avait entendu la toux étouffée de sa mère. « Maman, viens à Paris pour un examen. Je ne veux pas vous déranger, ma chérie. Je ne suis être pas à ma place dans la maison de ton mari. » Amélie serra la rampe. « Maman, ne dis pas ça. Tu es ma mère. Où que je sois, tu as ta place. » Hélène ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla, sa voix était faible. « Pourvu que je ne te fasse pas honte, ma chérie. » Le cœur d'Amélie se serra. Comment expliquer à sa mère que la seule chose dont elle avait vraiment peur n'était ni la pauvreté, ni les moqueries, mais le jour où sa mère bien-aimée verrait comment cette famille, qu'elle essayait de toutes ses forces d'accepter, la traitait. Le lendemain, Amélie prit une décision. Hélène viendrait à Paris pour se faire examiner par le docteur Sylvie Martin, une spécialiste en qui Amélie avait confiance depuis longtemps. Elle ne passerait qu'une nuit à la villa, et le lendemain matin, elle l'emmènerait au cabinet. Elle en parla à Henri alors qu'il était dans son bureau. « Ma mère vient demain, elle doit voir un médecin. Elle dormira ici une nuit. Bien sûr, qu'elle utilise la chambre d'amis. Assure-toi de cela, Henri, » dit doucement Amélie. « Je ne demande pas à ta mère d'aimer la mienne immédiatement, mais elle doit la respecter. » Henri s'approcha d'elle et lui prit la main. « Je te le promets, je m'en occupe. » Amélie voulait le croire. Elle voulait croire que son mari cette fois la défendrait vraiment. Mais lorsqu'ils descendirent pour dîner, elle vit Geneviève dans le salon, discutant avec Chloé et Rebecca. En entendant qu'Hélène arrivait,
Le front de la belle-mère se plissa. « Elle va dormir ici » demanda-t-elle d'un ton glacial. « Oui » répondit calmement Amélie. « Son examen est demain matin. » Chloé et Rebecca échangèrent un regard. Roland rit doucement en ajustant les boutons de manchette de sa chemise. « Ne serait-il pas plus pratique qu'elle loge dans une pension bon marché » demanda Geneviève. « Peut être qu'elle ne se sentirait pas à l'aise ici. » Amélie savait exactement ce que cela signifiait. Ce n'était pas Hélène qui ne se sentirait pas à l'aise. C'étaient eux qui se sentaient mal à l'aise à l'idée qu'une mère pauvre entre dans leur villa. Pourtant, Amélie se contenta de sourire. L'heure de la bataille n'était pas encore venue. Ce n'était pas encore le soir où elle romprait le silence. Elle regarda plutôt Henri, attendant de voir si son mari tiendrait sa promesse. « Maman » dit Henri, visiblement nerveux mais essayant de rester fort. « C'est la mère d'Amélie, elle logera ici. » Un silence s'abattit sur le salon. Geneviève regarda son fils, froidement et sèchement. Elle ne répondit plus, mais son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Cette nuit-là, Amélie changea les draps dans la chambre d'Amy. Elle y prépara le thé préféré d'Hélène, une paire de pantoufles douces et un petit vase de fleurs de camomille. Alors qu'elle arrangeait l'oreiller, Brigitte, la vieille gouvernante des Devalois, entra. « Madame Amélie, dit-elle doucement, votre chère mère est-elle aussi une si bonne personne que vous ?» Amélie sourit. « Encore bien meilleure, Brigitte. C'est grâce à elle que je sais comment tenir bon. » Brigitte jeta un coup d'œil vers la porte avant de murmurer « J'espère que tout se passera bien demain. » Amélie ne dit rien de plus, elle comprenait les paroles de la gouvernante. Dans cette maison, la bonté n'était pas une garantie de respect. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda l'allée sombre de la villa. Demain, ce vieux taxi dans lequel sa mère serait assise arriverait. Demain, cette femme que l'on méprisait depuis si longtemps, mais qui, sans qu'il le sache, possédait déjà son propre empire, entrerait dans la maison des Devalois, pas sous la forme d'un château, mais sous la forme d'un hôtel, bâti sur les larmes d'un enfant, ses sacrifices et l'amour pour sa mère. Avant de poursuivre avec la partie suivante de l'histoire, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous nous regardez maintenant. Peut être qu'en écoutant cette histoire, vous pensez à quelqu'un dans votre vie, une mère, un enfant ou un être cher, qui a un jour été méprisé par les autres, mais qui, malgré la douleur, a conservé sa dignité. Dans cette partie, le long silence d'Amélie va enfin être rompu, et c'est là que la famille de Valois verra pour la première fois que tous ceux qui sont silencieux ne sont pas faibles. Le lendemain, Amélie se réveilla tôt. Le soleil n'était pas encore vraiment levé, mais la lumière était déjà allumée dans la chambre d'Amy. Elle arrangea une par une les choses qu'elle avait préparées pour sa mère. Une couverture douce de couleur crème, une nouvelle paire de pantoufles, un petit pot de crème aux herbes qu'Hélène utilisait pour ses genoux douloureux et une tasse de tisane au gingembre qui fumait sur un plateau. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle était nerveuse. Elle aurait dû être heureuse de voir enfin sa mère. Elle aurait dû être excitée qu'Hélène puisse enfin voir le docteur Sylvie Martin. Pourtant, une lourde tension pesait sur sa poitrine, comme si une tempête inarrêtable approchait. Quand elle descendit dans la salle à manger, Geneviève était déjà là. Elle portait un coûteux peignoir de soie, une tasse de café à la main, et semblait attendre depuis longtemps pour pouvoir parler. « Tu te lèves tôt, Amélie, comme si tu attendais un invité important. » Amélie força un sourire. « Ma mère arrive ce midi. Je veux m'assurer qu'elle ne manque de rien. » Geneviève haussa un sourcil. « Qu'elle ne manque de rien dans cette maison ? Ici, personne ne manque de rien, pourvu qu'il sache où est sa place. » Henri, qui entrait juste à ce moment-là dans la salle à manger, entendit cela. Il regarda sa mère, puis Amélie. Amélie vit clairement l'hésitation sur le visage de son mari, mais Henri ne dit rien. Amélie pensa qu'elle n'avait pas besoin d'exiger de son mari qu'il la défende à chaque remarque acerbe. Elle avait seulement besoin que, lorsque cela compterait vraiment, il ne recule pas. Le petit déjeuner se passa en silence. Chloé arriva également dans son peignoir de soie brillant, le téléphone à la main. Rebecca la suivit, se déplaçant avec une telle assurance que l'on aurait dit que la villa était sa propre maison. Roland était déjà assis au bout de la table, lisant un journal, tout en jetant de temps en temps un regard à Amélie comme s'il préparait quelque chose. « On dit que la mère d'Amélie vient aujourd'hui, » dit Chloé à Rebecca sur un ton moqueur. « J'espère qu'elle n'apportera pas trop de sacs en plastique. »« Chloé » l'interrompit doucement Henri. Rebecca sourit avec une gentillesse feinte. « Oh, ne dis pas ça. Je suis sûre que Madame Hélène est très gentille. C'est juste que son style de vie est sûrement différent. » Amélie les regarda. Elle voulut parler, mais se souvint de sa promesse de la veille.
Ce ne serait pas elle qui commencerait les ennuis. Elle ne laisserait pas sa mère penser qu'elle était la cause des disputes dans la maison. Au lieu de cela, elle se leva et dit simplement « Excusez-moi, je vais à la grille pour attendre ma mère. » Quelques heures plus tard, vers midi, un vieux taxi s'arrêta devant la villa. Amélie sortit personnellement pour l'accueillir. Quand la portière s'ouvrit, Hélène en sortit. Elle portait une vieille valise marron, un petit sac en toile en guise de cadeau et un chapelet enroulé autour de son poignet. Elle était effectivement plus mince que la dernière fois. Les rides sur son visage étaient plus profondes, ses pas plus lents, et ses genoux tremblaient légèrement. Mais quand elle vit Amélie, son visage s'illumina comme si toute la fatigue du voyage s'était envolée. « Ma chérie !» appela doucement Hélène. « Maman !» murmura Amélie avant de la serrer fort dans ses bras. Amélie ferma les yeux un instant. Dans cette étreinte, l'odeur de leur ancien foyer lui revint. Les soirs où elles mangeaient ensemble le ragoût de pommes de terre. La main de sa mère qui guérissait toutes ses blessures d'enfance. Elle retint ses larmes, ne voulant pas que sa mère s'inquiète. « Comment s'est passé le voyage, maman ?» demanda-t-elle en lui prenant la valise. « Bien, ma chérie. Juste un peu le tournis dans les embouteillages. Ne me soutiens pas. Je peux encore marcher. Je ne le fais pas parce que tu ne peux pas, mais parce que j'ai envie de te soutenir. » Hélène sourit, mais quand elle leva les yeux vers l'immense villa qui se dressait devant elle, ses gestes se firent soudain plus petits. Elle lissa sa robe qui, bien que propre, était visiblement usée. « Ma fille, » murmura-t-elle. « Et si je salissais leur sol ?» Amélie s'arrêta, comme si quelque chose lui avait saisi le cœur. « Maman, c'est une maison, pas une église. Et même si c'en était une, ton cœur est plus pur que leur sol en marbre. » Quand elles entrèrent dans la villa, Geneviève était dans le salon. Elle était assise sur le grand canapé, tandis que Chloé et Rebecca semblaient plongées dans une conversation profonde. Roland se tenait près du bar, et Henri s'approcha immédiatement pour saluer sa belle-mère. « Je vous baise la main, Madame Hélène, » dit Henri poliment. Hélène sourit et posa sa main sur le bras d'Henri. « Que Dieu vous bénisse, mon fils. » Elle s'approcha ensuite de Geneviève et lui tendit le petit sac en toile. « Madame de Valois, je suis désolée de n'apporter que cela. J'ai fait des madeleines maison. C'était le gâteau préféré d'Amélie quand elle était enfant. » Geneviève prit le sac du bout des doigts, comme si elle avait peur de se salir. « Fait maison, vraiment ? » ?»« Oui, » répondit Hélène timidement. « Très propre. Croyez-moi, je l'ai fait moi-même. » Geneviève esquissa un léger sourire crispé. « J'en suis sûre. » Amélie regarda le visage de sa mère, vit ses yeux baisser un instant, mais elle essayait quand même de sourire. C'est à ce moment-là que la première fissure apparut dans la maîtrise de soi d'Amélie. « Brigitte, s'il te plaît, monte la valise de ma mère dans la chambre d'amis. » Mais avant que Brigitte ne puisse s'approcher, Geneviève intervint. « Attendez une minute. Quelle chambre d'amis ?» Tout le monde s'arrêta. Henri regarda immédiatement sa mère. Amélie se tourna lentement vers elle. « La chambre d'amis à l'étage. C'est ce que nous avions convenu avec Henri. » Geneviève sirota son café, bien qu'il soit déjà midi. « Ça ne va pas. La cousine de Rebecca arrive cet après-midi. Elle a besoin d'une chambre correcte. D'ailleurs, ta mère ne reste qu'une nuit, n'est-ce pas ?» Hélène tressaillit. « Oh, ma chérie, non. N'importe où me conviendra. Je peux même dormir sur le canapé. »« Non, maman !» l'arrêta doucement Amélie. Brigitte, qui était visiblement désolée de la situation, intervint prudemment. « Madame, peut. Être que l'ancien bureau serait bien. Je l'ai nettoyé hier. » Geneviève regarda sèchement la gouvernante. « Est-ce que je t'ai posé la question, Brigitte ?» Brigitte baissa la tête. « Je vous prie de m'excuser, madame. » L'air devint lourd dans le salon. Chloé faisait semblant de taper sur son téléphone, mais elle appréciait visiblement la situation. Rebecca s'approcha lentement de Geneviève, comme pour se joindre à l'attaque silencieuse. « Tante Geneviève, » dit Rebecca, « peut, être que madame Hélène se sentirait plus à l'aise dans un endroit plus simple. La chambre à l'étage pourrait la mettre mal à l'aise. » Amélie ne put se retenir plus longtemps. « Rebecca, ma mère a besoin de repos. Pas de ton opinion. » Rebecca se tut, mais un petit sourire flottait toujours au coin de ses lèvres. Henri s'approcha de sa mère. « Maman, s'il te plaît, c'est notre invité. »« Invité » éleva soudain la voix Geneviève. « Henri, n'oublie pas dans quelle maison nous sommes. Ce n'est pas parce que tu l'as épousé que tu dois nous imposer toute sa famille. » Comme si une main de fer glacé avait saisi la poitrine d'Amélie. Elle prit la main d'Hélène. Elle tremblait. « Madame de Valois, » dit doucement Hélène. « Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas être un fardeau. »
Je vais plutôt rentrer chez moi. Il y a sûrement encore un autocar ce soir. Maman, tu ne vas nulle part, dit Amélie. Sa voix était maintenant ferme. C'est alors que Geneviève se leva. Ses yeux étaient pleins de colère. Non seulement envers Hélène, mais aussi envers Amélie, qui pour la première fois ne baissait pas la tête. Tu ne me dicteras pas ma conduite dans ma propre maison, dit la vieille femme. Si tu veux que ta mère reste ici, faites-la dormir dans le garage. Comme si le temps s'était arrêté. Brigitte porta la main à sa bouche. Jean-Pierre, le chauffeur, qui venait d'entrer, se figea sur le seuil. Henri pâlit, comme s'il ne pouvait pas croire que sa mère avait vraiment dit cela. Hélène baissa profondément la tête, et une larme roula sur sa joue. « Maman » murmura Amélie. « Ma chérie, arrête. Ce n'est pas grave, » dit Hélène en tremblant. « Ne te dispute pas, Alès. J'ai l'habitude. Ne te bats pas pour moi si cela doit ruiner ton mariage. » C'est à ce moment-là que le cœur d'Amélie se brisa vraiment. Pas à cause des cris de Geneviève. Pas parce qu'elle avait été humiliée devant tant de gens. Cela lui faisait mal parce que, même dans le moment le plus douloureux, sa mère ne pensait qu'à elle, sa propre enfant. Elle lâcha lentement la main d'Hélène. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle sourit. Un sourire calme et glacial, plein de la résolution qu'elle avait si longtemps repoussée. Elle sortit son téléphone de son petit sac. « Amélie, » dit doucement Henri. « Je vais parler à ma mère. » Amélie regarda son mari. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais un poids indéniable. « C'est trop tard, Henri. Tu aurais dû le faire bien avant. » Elle chercha un nom et lança un appel. Pierre Dubois décrocha après quelques sonneries. « Madame la présidente !» Tout le monde se tut et regarda Amélie en entendant cette appellation. Le front de Geneviève se plissa. « Pierre !» dit Amélie calmement. « Préparez une suite de luxe dans mon hôtel. » Chloé releva la tête. Roland arrêta de faire tourner son cigare. Rebecca tressaillit. Amélie continua, chaque mot clair et audible. « Envoyez une voiture pour nous, pour récupérer ma mère. Faites venir un médecin de garde, le concierge et un véhicule confortable. Assurez-vous qu'elle soit traitée comme une reine. » De l'autre côté de la ligne, Pierre répondit immédiatement. « Bien sûr, Madame la Présidente, la limousine sera là dans 15 minutes. » À cet instant, comme si le silence s'était effondré sur le salon. « Présidente !» murmura Chloé. « Ton hôtel ?» demanda Roland, qui croyait à peine ses oreilles. Geneviève se tenait droite, mais son visage perdait progressivement sa couleur. Qu'est-ce que cela signifie ? Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle remit son téléphone dans son sac et ajusta le foulard de sa mère. « Maman, tu ne dormiras pas dans le garage, » dit-elle doucement. « Tu vas dans un endroit où ils savent qu'on ne peut pas simplement jeter une mère où bon leur semble. » « Ma chérie, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je voulais te le dire correctement depuis longtemps, maman, mais je crois que le moment est venu. » Quelques minutes plus tard, un léger coup de klaxon se fit entendre de l'extérieur. Jean-Pierre regarda par la fenêtre et put à peine parler. « Madame, il y a une limousine dehors. » Tout le monde sortit sur la terrasse. Devant la villa, une limousine noire et brillante était garée, portant le petit et élégant logo du Grand Hôtel Étoile. Pierre Dubois en sortit, en costume noir. 2 employés le suivaient avec un énorme bouquet de fleurs, une infirmière avec une mallette médicale et un concierge qui poussait un fauteuil roulant, au cas où Hélène en aurait besoin. Pierre s'approcha d'Amélie et s'inclina légèrement. « Madame la Présidente, la suite de Madame Hélène est prête. Le docteur Martin l'attend également pour un premier examen dès votre arrivée à l'hôtel. » Geneviève ne pouvait plus cacher sa stupéfaction. Le Grand Hôtel Étoile n'était pas un hôtel quelconque. Elle avait mentionné d'innombrables fois à ses amis combien elle rêvait d'y organiser un déjeuner de charité, mais elle avait toujours reculé devant les coûts énormes. Et maintenant, il s'avérait que la femme qu'elle avait traitée de personne anonyme en était la propriétaire. « Impossible, » dit doucement Rebecca. « Je pensais que tu n'étais qu'une coordinatrice. » Amélie la regarda. « J'ai choisi de montrer cela, et c'était juste assez pour que je voie comment vous traitez une personne dont vous pensez qu'elle n'a rien dont se vanter. » Henri s'approcha, le visage plein de regret. « Amélie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que je voulais savoir si vous étiez capable de m'aimer et de me respecter sans rien savoir de mon argent. Maintenant, je connais la réponse. » Personne ne parla. Amélie conduisit lentement Hélène vers la limousine. Hélène se retournait sans cesse. Non pas parce qu'elle regrettait de quitter la villa, mais parce qu'elle ne voulait pas laisser sa fille dans le chaos. Mais Amélie lui sourit. « Tu viens avec moi, maman ?» Avant de monter, Amélie se tourna vers Geneviève.
Elle n'éleva pas la voix, n'insulta personne, mais son silence était plus tranchant que n'importe quel cri. Madame de Valois, je n'ai pas honte de ma mère. Je n'en ai jamais eu honte. J'ai honte de la personne qui a une maison immense, mais pas un centimètre de place dans son cœur pour une mère fatiguée. Brigitte baissa la tête en pleurant. Jean-Pierre retira silencieusement sa casquette, en signe de respect pour Hélène. Chloé n'osait même plus la regarder dans les yeux. Sur le visage de Roland, on voyait qu'il réfléchissait intensément. Pas à ses erreurs, mais à la fortune inimaginable dont il n'avait pas connaissance. Et Rebecca pâlit, comme si toute son arrogance s'était soudainement évanouie. Amélie et Hélène montèrent dans la limousine. Alors que la voiture s'éloignait, la famille de Valois resta là, chacun avec son propre silence. Dans la limousine, la main d'Hélène tremblait encore. Amélie la prit et l'embrassa doucement. « Pardonne-moi, maman, » dit Amélie, et pour la première fois, sa voix se brisa. « Je n'aurais pas dû t'amener dans un endroit où tu n'étais pas la bienvenue. » Hélène secoua la tête en pleurant. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Mais pourquoi m'as-tu caché cela? Je voulais te faire la surprise, quand tout serait vraiment prêt. Je voulais que tu ne sentes pas que tu devais changer juste parce que nous avions de l'argent. » Hélène sourit à travers ses larmes. « L'argent ne te changera jamais, il a juste montré encore plus qui tu es vraiment. » Quand elles arrivèrent au grand hôtel Étoile, les immenses portes en verre s'ouvrirent, et le personnel aligné les accueillit. Pas de manière ostentatoire, mais chaleureuse et respectueuse. Des fleurs, un repas chaud et une musique douce jouaient dans le hall. « Bienvenue chez vous, Madame Hélène », la salua Pierre. Hélène porta la main à sa poitrine. « Chez moi ?» Amélie hocha la tête. « Oui, maman. Tu seras ici jusqu'à ce que tu sois guérie. Ici, personne ne te criera dessus, personne ne te dira où est ta place. » On accompagna Hélène jusqu'à la suite de luxe. Quand elle vit le lit moelleux, la salle de bain impeccable, l'immense fenêtre d'où l'on voyait les lumières de Paris, elle n'osa pas entrer tout de suite, comme si elle était encore timide. « Amélie, ça doit être très cher. » Amélie la soutint en souriant. « Maman, c'est à toi. Pas en tant qu'invitée, mais en tant que ma mère. » Ce n'est que lorsqu'Hélène s'allongea qu'Amélie put enfin respirer profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas à faire semblant que tout allait bien. Elle n'avait pas à sourire face à l'humiliation. Elle était dans un endroit où c'était elle qui prenait les décisions, et où sa mère n'avait pas à mendier le respect. Cette nuit-là, pendant qu'Hélène dormait paisiblement après son examen médical, Amélie se tenait près de la fenêtre de la suite. Elle tenait son téléphone à la main. À l'autre bout de la ligne se trouvait maître Victor Lefebvre, l'avocat. « Maître Lefebvre, » dit Amélie, « nous devons régler toute la protection juridique de mes biens. Je ne veux que personne ne puisse s'approcher de moi ou de mes affaires, surtout s'ils invoquent mon mariage. »« Y a-t-il un problème, Amélie ?» demanda l'avocat. Amélie regarda sa mère endormie. Elle se souvint de l'homme qu'elle aimait, le gentil et calme Henri, qui avait toujours eu peur de sa propre famille. Mais elle se souvint aussi du visage de sa mère ce soir-là, de sa main tremblante et de la larme qu'elle avait retenue pour ne pas ruiner son mariage. « Il n'y a pas de problème, Victor, » répondit Amélie calmement. « Ma mère est fatiguée, et moi aussi. »« Je t'aime, » avait dit Henri peu de temps avant, presque en chuchotant. Amélie ferma les yeux. « Si tu m'aimes, apprends à te défendre, et à me défendre même quand je ne suis pas là. » Elle ferma doucement la porte. Ce n'était pas la fermeture de son cœur, mais la délimitation claire des frontières. Cette nuit-là, Amélie n'a pas seulement sauvé sa mère de l'humiliation, mais elle s'est aussi sauvée elle-même de la croyance qu'elle devait endurer pour appartenir quelque part. Pendant ce temps, dans la villa des de Valois, Geneviève ne pouvait pas dormir. Elle était assise dans le salon où, quelques heures plus tôt, elle avait si courageusement humilié une mère. Sur la table se trouvait encore le sac contenant les madeleines maison d'Hélène, non ouvert, intact. Elle le prit lentement dans ses mains. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas ce qui était le plus amer. Le gâteau qu'elle n'avait jamais goûté, ou le fait que la femme qu'elle aurait envoyée au garage pourrait racheter tout son monde, dont elle était si fière. Avant de continuer notre histoire, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous nous regardez maintenant. À ce stade de l'histoire, il ne s'agit plus seulement d'une mère méprisée ou d'une fille forcée de montrer son vrai visage. C'est ici que nous voyons vraiment le prix élevé du silence. Combien il est difficile de reconstruire le respect une fois qu'il a été brisé. Et comment se révèlent les personnes qui se sont longtemps cachées derrière leur nom, leur argent et leurs faux-semblants. Le lendemain matin, après cette nuit où la limousine avait quitté la villa des de Valois, Amélie ne retourna pas dans la maison de son mari. Elle resta dans la suite de luxe du grand hôtel Étoile,
où Hélène dormit enfin d'un sommeil long et profond après le voyage épuisant et l'humiliation douloureuse. Tôt le matin, le docteur Sylvie Martin arriva avec une infirmière pour examiner la vieille dame. Amélie était assise au bord du lit, tenant les résultats de sa mère. Elle avait à peine dormi. À chaque respiration d'Hélène, elle sentait qu'elle devait se blâmer. Elle n'aurait jamais dû laisser sa mère être traitée de la sorte. « Son état n'est pas grave », dit doucement le docteur Martin après avoir examiné les résultats. « Mais nous devons surveiller sa toux et son rhumatisme. Elle est très fatiguée. Son corps, Amélie, travaille trop depuis longtemps. » Amélie jeta un coup d'œil à sa mère endormie. « J'aurais voulu lui offrir du repos depuis longtemps, docteur. Mais elle n'a jamais voulu être un fardeau pour moi. C'est le cas de beaucoup de mères, » répondit le médecin. « Elles préfèrent s'occuper de leurs enfants plutôt que d'accepter de l'aide. Le moment est venu où c'est à nous de prendre soin d'elles. » Lorsque le médecin partit, Pierre Dubois entra avec l'emploi du temps des thérapies, des repas et des consultations privées. En dehors de la suite, le personnel s'affairait, mais chacun de leurs mouvements était silencieux et respectueux, comme s'ils savaient tous que cette chambre n'était pas celle d'un simple client. Pour Amélie, cet endroit était devenu la maison temporaire de sa mère, un endroit où il n'y avait pas de cris, pas de moqueries, et où personne ne lui disait qu'elle n'était pas à sa place. Vers midi, Hélène se réveilla. D'abord, elle regarda simplement le haut plafond, la couverture douce, puis la soupe de poulet fumante et les fruits préparés sur la table. « Ma chérie », appela-t-elle doucement, « c'est un rêve. » Amélie sourit, mais ne put cacher les cernes sous ses yeux. « Non, maman, nous sommes à l'hôtel. C'est le tien, la chambre, aussi longtemps que tu le voudras. » Hélène regarda longuement sa fille. « Ma fille, dis-moi la vérité. Depuis combien de temps me caches-tu cela ?» Amélie soupira. Elle savait que ce moment viendrait. « Plusieurs années déjà, maman. Cela a commencé avec l'aide d'Antoine Fournier. Au début, je n'ai eu qu'une petite participation, puis il m'a fait de plus en plus confiance. Quand il est mort, il m'a laissé la direction du Grand Hôtel Étoile. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je voulais tout te donner quand je serais vraiment prête. Et être aussi parce que je voulais savoir si quelqu'un m'aimerait sans savoir ce que j'avais. » Hélène ne parla pas tout de suite. Elle prit la main de sa fille. Sa paume était encore rugueuse, la paume d'une femme qui avait lavé, cousu et travaillé toute sa vie pour que sa fille puisse vivre. « Ma fille, ce n'est pas un péché de cacher quelque chose si c'est pour protéger ton cœur. Mais n'oublie jamais que si tu restes silencieuse trop longtemps, certaines personnes croiront qu'elles ont le droit de t'écraser. » Les larmes d'Amélie coulèrent. « Je l'ai vu hier soir, maman. Ce n'est pas de ta faute s'ils sont comme ça, » répondit sa mère. « Mais à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus jamais cela se reproduire. Non pas parce que tu es riche, mais parce que tu es un être humain. » Pendant qu'Hélène se remettait lentement, de l'autre côté de la ville, dans la villa des Devalois, la tension montait. La table de la salle à manger, qui était auparavant le lieu de l'arrogance et des remarques froides, était maintenant devenue comme une salle de réunion où chacun essayait de se défendre, de cacher quelque chose, ou de rejeter la faute sur les autres. Geneviève était assise en bout de table, une tasse de café à la main, mais elle ne buvait pas. Chloé faisait défiler silencieusement son téléphone, cherchant visiblement des informations sur le Grand Hôtel Étoile. Roland faisait les 100 pas, nerveux. Rebecca était toujours là, feignant l'inquiétude, mais ses yeux trahissaient la colère et la stupéfaction. Henri se tenait près de la fenêtre, n'ayant même pas changé ses vêtements de la veille. « Vous ne le saviez vraiment pas ?» demanda Chloé. Sa voix était beaucoup plus basse que d'habitude. Amélie est la présidente du Grand Hôtel Étoile. Pas seulement une actionnaire. Elle est le visage de toute leur expansion. « Arrête de chercher », lança Roland. « Ce n'est pas parce qu'elle a de l'argent qu'elle a raison en tout. » C'est alors qu'Henri se tourna vers sa mère. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur dans ses yeux, bien que sa voix soit pleine de douleur. « Ce n'est pas l'argent qui lui donne raison, maman. C'est nous qui avons eu tort. Vous avez eu tort. Vous avez humilié Madame Hélène devant tout le monde. » Les yeux de Geneviève se plissèrent. « Maintenant, c'est moi la méchante. Moi, qui maintiens le nom de cette famille. » Le nom, coupa soudainement Roland. Il serait beaucoup plus important maintenant de savoir quelle est la fortune d'Amélie. Peut être que. Peut être quoi? L'interrompit Henri. Nous pourrions en profiter. Lui demander un prêt. La forcer à nous aider. Après que vous ayez traîné sa mère dans la boue? Roland et Geneviève échangèrent un regard. Un bref silence s'installa, comme si un secret avait failli être révélé. Henri le remarqua immédiatement. Il sentait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas dans les affaires de la famille, mais sa mère l'avait toujours fait taire en disant qu'il n'avait pas besoin de tout savoir. Le même jour, Henri se rendit au bureau de la maison de commerce de Valois.
Il avait hérité de cette entreprise de son père, mais ces dernières années, Roland la dirigeait en coulisses. À première vue, le bureau semblait en ordre. Il y avait une réception, une salle de réunion et des diplômes encadrés au mur. Mais quand Henri entra dans le service de comptabilité, il vit tout autre chose. Des employés nerveux, des dossiers dissimulés à la hâte et des factures impayées depuis des mois. Il fit appeler M. Nandor, le vieux comptable qui servait la famille depuis très longtemps. Les mains de l'homme tremblaient en entrant dans le bureau. « Monsieur Henri, il y a un problème, monsieur Nandor. Je veux voir la situation réelle de l'entreprise. Pas le rapport que mon oncle Roland me montre. Je veux la vérité. » Les yeux de monsieur Nandor devinrent rouges. « Monsieur, je voulais vous le dire depuis longtemps, mais monsieur Roland m'a menacé. Il y a des prêts au nom de l'entreprise, des fournisseurs qui ne sont pas payés, des commandes qui n'ont pas suivi le processus normal, comme si on avait versé des glaçons dans le dos d'Henri. Quel est le montant, Nandor ? » Le comptable ne put répondre immédiatement. Il posa plutôt un dossier épais sur la table. Quand Henri l'ouvrit, les chiffres longtemps cachés se révélèrent les uns après les autres. Plusieurs dizaines de millions d'euros, des signatures falsifiées, des transactions à son nom qu'il n'avait jamais signées, des factures utilisées pour le luxe, pour dissimuler des dettes, juste pour paraître riche aux yeux de la haute société. À ce moment-là, le poids de la honte parut encore plus grand pour Henri. Tandis qu'Amélie avait silencieusement bâti un hôtel à force de diligence et de soins, sa famille, en coulisses, s'effondrait sous le poids de l'arrogance et des mensonges. Pendant ce temps, au grand hôtel Étoile, l'avocat maître Victor Lefebvre arriva. Il était grand, sérieux et connu pour ne craindre personne. Il apporta quelques documents qu'il avait déjà préparés pour protéger la fortune d'Amélie, mais il fallait maintenant accélérer le processus. « Tu as toujours le contrôle total du grand hôtel Étoile », expliqua l'avocat dans le bureau privé. « Ton mari et sa famille n'y ont aucun accès légal, à moins que tu ne le leur donnes toi-même. Mais comme vous êtes marié avec Henri, il vaut mieux séparer clairement les biens privés et professionnels. »« Faisons-le, » dit Amélie. « Non pas parce que je ne fais pas confiance à Henri, mais parce que je ne peux pas risquer mon travail et la sécurité de ma mère. » L'avocat hocha la tête. « Il y a autre chose. Il y a eu des rumeurs dans les cercles d'affaires concernant la maison de commerce de Valois. Il s'avère qu'ils ont des dettes importantes. Cela ne te concerne pas directement, mais il est possible que quelqu'un essaye de te contacter en se prévalant de votre mariage. » Amélie ne fut pas surprise, mais elle devint encore plus silencieuse. Elle se souvint des enveloppes mystérieuses dans la villa, des conversations secrètes de Roland et de la nervosité sur le visage d'Henri quand on parlait d'argent. « Ne nous précipitons pas, dit-elle, mais préparez tout. » Dans l'après-midi, Henri arriva à l'hôtel. Il n'entra pas comme un mari qui a des droits. Au lieu de cela, il attendit dans le hall jusqu'à ce qu'Amélie accepte de le recevoir. Pierre, Tamara et les autres employés le virent, mais personne ne s'approcha de lui pour le questionner. Ils savaient ce qui s'était passé, mais ils étaient tous des professionnels. Quand Amélie le fit entrer dans le salon privé, ils se regardèrent un instant. Le bruit de la villa n'était plus là, les regards jugeurs avaient disparu. Il n'y avait que deux, et le poids des mots non dits au bon moment. « Comment va Madame Hélène ?» demanda d'abord Henri. « Elle se repose, elle va mieux. »« J'en suis heureux. » Il s'assit en face d'Amélie, mais ne put la regarder longtemps dans les yeux. « Je n'ai aucune excuse pour hier soir. »« C'est exact, » répondit Amélie calmement. « Il n'y en a pas. » Henri ferma les yeux, acceptant la douleur de cette réponse. « Je sais que j'aurais dû parler avant que les choses n'en arrivent là. Je me disais toujours que je ne voulais pas envenimer la dispute, mais la vérité, c'est que je suis un lâche. J'avais plus peur d'affronter ma mère que de te voir lentement, progressivement détruite. » Amélie ne dit rien. Elle se contenta d'écouter. « J'ai découvert quelque chose à l'entreprise. Un énorme problème, des dettes, des transactions frauduleuses. C'est probablement mon oncle Roland qui l'a fait. Je ne te dis pas ça pour te demander de l'aide. Je ne veux pas que tu penses que je suis ici seulement parce que je sais que tu as de l'argent. Alors pourquoi es-tu ici, Henri ?» Le regarda Amélie dans les yeux. « Parce que je veux me réparer. Et tu dois savoir que si je dois choisir entre couvrir ma famille et faire ce qui est juste, je choisirai de faire ce qui est juste. » Il fallut longtemps à Amélie pour répondre. Au fond de son cœur, elle aimait encore Henri. Mais l'amour ne suffit pas s'il n'est pas soutenu par la force, le respect et le courage de défendre ses convictions. « Je ne te chasse pas maintenant, » dit Amélie. « Mais je ne retournerai pas non plus à la villa comme si de rien n'était. Si tu veux rester dans ma vie, tu dois affronter ta famille. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. » Henri hocha la tête. « Je le ferai. Je n'ai pas besoin de mots,
mais de temps et d'actes. Pendant qu'Henry commençait son changement, dans une autre partie de l'hôtel, Hélène devenait peu à peu partie intégrante de la vie des employés. Au début, elle avait honte d'appeler le service en chambre. Elle ne voulait déranger personne. Mais le chef Olivier, un homme costaud mais à la voix bienveillante, lui apporta personnellement la soupe de poule au pot. « Madame Hélène » plaisanta-t-il. « Madame la présidente a donné l'ordre. Il est interdit de refuser la nourriture. »« Oh, mon garçon, ne m'appelez pas madame » dit Hélène timidement. « Appelez-moi simplement Hélène. »« Ce n'est pas possible, » répondit le chef Olivier. « Ici, au Grand Hôtel Étoile, la mère de notre patronne est comme une reine. » Hélène sourit, mais avait encore du mal à s'y habituer. Marianne, la réceptionniste, qu'Amélie avait autrefois embauchée dans le cadre du programme de bourse de l'hôtel, lui rendit également visite. Elle lui raconta comment le Grand Hôtel Étoile l'avait aidée alors qu'elle était sur le point d'abandonner ses études. « Si votre fille n'avait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui, » dit Marianne. « S'il vous plaît, ne soyez pas timide avec nous. C'est à nous de vous remercier. Car si vous n'aviez pas élevé Madame Amélie comme vous l'avez fait, nous n'aurions jamais eu une telle dirigeante. » Hélène fut émue aux larmes. Pour la première fois de sa vie, elle entendait d'une étrangère le fruit de ses nombreux sacrifices. Sa fille n'était pas seulement devenue riche, elle avait aussi aidé de nombreuses personnes. Ce soir-là, Hélène était assise près de la fenêtre avec Amélie. Elle regardait les lumières de Paris, loin de ce sombre marché de Saint-Denis où tout avait commencé. « Ma fille, ne laisse pas ce qui s'est passé transformer ton cœur en pierre, » dit Hélène. Amélie la regarda. « Je ne sais pas comment ne pas être en colère, maman. Sois en colère si tu le dois. C'est naturel. Mais ne deviens pas comme eux. Ne méprise pas celui qui rampe par terre, car nous avons aussi rampé là un jour. En même temps, ne retourne jamais là où tu dois mendier le respect. » À cet instant, une idée naquit dans l'esprit d'Amélie. Elle voulait depuis longtemps lancer un programme pour les familles qui doivent se rendre à Paris pour des traitements hospitaliers, en particulier pour les personnes âgées qui n'ont nulle part où loger. Mais maintenant, tout cela devenait personnel. Non pas pour montrer à Geneviève à quel point elle s'était trompée, mais pour qu'aucune autre mère n'ait à subir l'humiliation qu'Hélène avait subie. Le lendemain matin, elle fit appeler Tamara, la gouvernante générale. « Je voudrais que nous concevions un programme. Transformons les chambres vides en basse saison en hébergement temporaire pour les personnes âgées de province qui viennent à Paris pour un traitement médical, mais n'ont nulle part où dormir. » Les yeux de Tamara s'arrondirent. « Un projet de fondation, Madame la Présidente ?» Amélie hocha la tête. « Oui, et je le nommerai d'après ma mère. » Pendant que quelque chose de bon et de noble se construisait au Grand Hôtel Étoile, du côté de la famille de Valois, une sombre intrigue prenait forme. Geneviève ne pouvait pas digérer la honte qu'elle avait subie. Selon elle, ce n'était pas elle qui avait commis une erreur. C'était Amélie qui les avait trompés. Amélie qui avait joué la comédie et qui les avait humiliés devant les domestiques et le personnel. Dans le salon de la villa, Roland, Rebecca et Chloé étaient assis. Sur la table se trouvaient quelques vieilles photos que Roland avait obtenues de ses connaissances. Des photos d'Amélie et d'Antoine Fournier, de l'époque où Antoine était encore en vie. « Il est facile de déformer cette histoire », dit Rebecca en tenant l'une des photos. Une jeune fille, un vieil homme riche, et soudain, tout l'hôtel lui appartient. Nous savons ce que les gens penseront. Chloé leva les yeux, un peu hésitante. « Mais sommes-nous sûrs de vouloir faire ça ? Elle a certainement les papiers légaux. » Roland sourit narquoisement. « Nous n'avons pas besoin de gagner au tribunal, seulement de détruire son nom aux yeux des gens. » Geneviève resta silencieuse. Normalement, elle aurait pu être mise un terme à cela. Mais sous le poids de la honte et de la colère, elle décida de laisser faire. Et parfois, le silence face au mal est toujours d'or que le crime lui-même. Pendant ce temps, Henri se préparait pour la réunion du conseil d'administration de la maison de commerce de Valois. Avec l'aide de M. Nandor, il avait déjà en main les copies des commandes falsifiées. Il avait également envoyé quelques documents à maître Victor Lefebvre, non pas pour impliquer Amélie dans le problème, mais pour demander conseil sur la manière de lancer légalement un audit indépendant. Dans la salle de réunion se trouvait Roland, quelques cadres et 2 fournisseurs qui n'avaient pas été payés depuis longtemps. Henri entra, un dossier à la main. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un garçon qui a peur de se faire gronder. Il ressemblait à un homme qui en avait assez d'être aveugle. « Mon oncle Roland, » dit-il devant tout le monde, « à partir d'aujourd'hui, je gèle ton accès au compte de l'entreprise, jusqu'à ce que nous ayons enquêté sur ces transactions. » Roland se leva d'un bond. « De quoi parles-tu ? J'ai dirigé cette entreprise pendant que tu te contentais de profiter de la vie.
Ce n'est pas dirigé que de signer de fausses commandes en mon nom. Et je ne te laisserai pas utiliser la famille comme un bouclier pour tes vols. Henri, cria Geneviève, qui fit soudain irruption dans la salle de réunion. Chaque mot faisait mal à Henri, mais il devait le dire. Amélie était bien plus ma famille quand elle a décidé de se taire pour ne pas nous humilier. Madame Hélène était bien plus ma famille quand elle a préféré partir plutôt que de se disputer. Si la famille n'est qu'un prétexte pour étouffer les erreurs, alors ce n'est plus une famille, maman, c'est une prison. Personne ne répondit. Le visage de Roland était rouge de colère, mais il ne pouvait donner aucune explication claire. C'est à ce moment-là qu'Henry sentit pour la première fois que défendre la vérité est effrayant au début, mais infiniment libérateur par la suite. Ce soir-là, Henri reçut un message d'Amélie. Ce n'était qu'une courte phrase. « J'ai commencé. Je ne sais pas où cela mènera, mais je ne reculerai pas. » Amélie le relut alors qu'Hélène dormait à la lueur d'une liseuse. Amélie ne sourit pas. Elle ne se réjouit pas immédiatement. Mais à l'intérieur, une petite partie d'elle se sentit libérée. Pour la première fois depuis l'incident à la villa, elle sentit qu'il y avait peu, être encore de l'espoir pour Henri. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Car tandis que certains apprenaient à défendre ce qui est juste, d'autres s'accrochaient encore plus fort à leur colère. Dans un coin sombre de la ville, Roland rencontra un homme qui voulait depuis longtemps ruiner le Grand Hôtel Étoile. Et avec la vieille photo d'Amélie et d'Antoine Fournier qu'il tenait en main, il commença à construire un mensonge qu'il pensait suffisant pour détruire la femme qu'il méprisait tant. Il ne se doutait pas que cette femme avait depuis longtemps appris à se battre sans jamais perdre sa dignité. Avant d'aborder la partie suivante de l'histoire, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous nous regardez maintenant. Dans cette partie, les blessures s'approfondissent et la lutte devient plus féroce. Car il y a des gens qui, lorsqu'ils sont démasqués pour leurs propres erreurs, ne les regrettent pas immédiatement. Parfois, ils décident plutôt de faire encore plus de mal et d'entraîner les autres dans leur chute, juste pour ne pas avoir à avoir honte. Mais c'est ici aussi que nous verrons que la vérité, même si elle est ensevelie sous des mensonges, trouve toujours le moyen de remonter à la surface. Cette nuit-là, après qu'Henri eut lancé l'enquête à la maison de commerce de Valois, Roland ne rentra pas à la villa. Il se rendit plutôt dans un vieux club privé exclusif du centre-ville, là où se retrouvaient des hommes d'affaires qui avaient déjà perdu beaucoup d'argent mais ne voulaient toujours pas admettre qu'ils étaient au bord de la faillite. À la dernière table, Sylvain Lazare, le propriétaire de la chaîne de pensions et d'hôtels Lazare, l'attendait déjà. C'était une chaîne d'hôtels qui avait autrefois prospéré, mais les excellents services du Grand Hôtel Étoile l'avaient lentement dévoré. Sylvain en voulait depuis longtemps à Amélie. Pour lui, il était inacceptable qu'une femme sans nom de famille connue, ne venant pas d'une vieille famille noble ou riche, ait bâti une marque hôtelière bien plus fiable que la sienne. Il était particulièrement furieux lorsque certains de ses clients professionnels étaient passés au Grand Hôtel Étoile pour le meilleur service et la meilleure réputation. « Je croyais que tu ne viendrais plus », dit Sylvain en faisant tourner son verre de whisky. Roland s'assit et posa une enveloppe sur la table. « J'ai apporté quelque chose qui peut détruire Amélie. » Sylvain haussa un sourcil. « Amélie Dubois, je pensais qu'elle était ta belle-sœur. »« La femme de mon neveu, » répondit Roland. « Pour moi, cette femme n'est pas de la famille. » Sylvain ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la vieille photo d'Amélie et d'Antoine Fournier, datant de l'époque où Amélie aidait à redresser le Grand Hôtel Étoile. Sur la photo, Antoine souriait en tendant un document à Amélie. La scène était innocente pour un regard objectif, mais pour quelqu'un qui voulait nuire, c'était largement suffisant pour être déformé. « Facile d'en faire une histoire, » dit Sylvain. « Une jeune fille, un vieil homme riche, et hop, les actions de l'hôtel. Tu connais l'opinion publique ? Il croit plus vite à une saleté qu'à la vérité. » Roland sourit. « Je dois détourner l'attention d'Amélie de l'audit de la maison de commerce de Valois. Si elle est occupée par son propre scandale, elle ne pourra pas aider Henri à démêler mes sales affaires. Cela a un prix, » dit Sylvain d'un ton glacial. « Que veux-tu ? Si la réputation du Grand Hôtel Étoile commence à chuter, je veux récupérer une partie de leur clientèle professionnelle. Et si Amélie est forcée de vendre ses actions, je veux être le premier à le savoir. » Roland n'hésita pas une seconde. Marché conclu. Il ne se doutait pas qu'à une autre table du club travaillait un serveur que la fondation du Grand Hôtel Étoile avait aidé auparavant, lorsque son fils était hospitalisé. Il entendit des bribes de la conversation, mais n'intervint pas immédiatement. Il avait appris à être prudent. Il mémorisa silencieusement le visage de Sylvain, le nom de Roland et l'enveloppe qu'ils avaient utilisée. Il ne savait pas encore quand, mais il sentait que le jour viendrait où ce qu'il avait vu serait important. Le lendemain matin, la première vague de la campagne de diffamation commença.
Une page anonyme sur les réseaux sociaux publia un article sur l'enrichissement mystérieux d'Amélie Dubois. La publication était accompagnée de la photo floutée d'Amélie et d'Antoine Fournier. L'article posait des questions provocatrices. Comment une partie importante du Grand Hôtel Étoile a-t-elle pu tomber entre les mains d'une simple ancienne employée? Bien que l'article n'énonce pas ouvertement d'accusation, les mots utilisés étaient juste suffisants pour que les gens pensent au pire. Peu de temps après, Rebecca Moreau commença à partager l'article dans ses propres cercles sociaux. Elle feignait l'inquiétude, mais chaque mot qu'elle prononçait était un poison. « C'est simplement triste », dit-elle lors d'une réception privée à quelques connaissances des Devallois. « Je ne dis pas que c'est vrai, mais pourquoi Amélie a-t-elle caché tout cela? Si l'affaire était vraiment claire, pourquoi a-t-elle dû jouer à la fille ordinaire? » Chloé était là et écoutait. Auparavant, elle aurait être ri et se serait jointe aux moqueurs. Mais après avoir vu les larmes d'Hélène et le silence d'Amélie lors de cette soirée avec la limousine, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était pas encore devenue une bonne personne, elle ne pouvait toujours pas faire face complètement à ses propres erreurs, mais elle se sentait de plus en plus mal à l'aise avec ce qu'il faisait. « Rebecca, » dit-elle doucement, « nous n'avons aucune preuve qu'elle ait fait quelque chose de mal. » Rebecca sourit. « Ma chérie, dans notre monde, parfois on n'a pas besoin de preuves, juste d'un peu de doute. » Chloé frissonna à ces mots. C'est là qu'elle vit pour la première fois que le jeu dans lequel il s'était lancé n'était pas une simple vengeance. C'était un plan qui pouvait détruire toute la vie d'une personne. Au Grand Hôtel Étoile, la nouvelle de la publication parvint rapidement à Amélie. Elle était dans son bureau avec Pierre Dubois et Tamara, qui lui remettaient d'autres documents sur la maison de commerce de Valois. Tout le monde était silencieux pendant qu'Amélie lisait les commentaires accusateurs. « Madame la Présidente, » dit Pierre, retenant visiblement sa colère, « nous pouvons faire retirer cette publication immédiatement. » « C'est ce que nous allons faire, » intervint l'avocat Victor. « Mais il est plus important que nous contrôlions le récit avant qu'il ne déforme encore plus la vérité. » Henri regarda Amélie. « Je sais que c'est ma famille qui a commencé ça. Je ne sais pas comment je pourrais m'excuser pour cette nouvelle douleur. » Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle regardait simplement la photo d'elle et d'Antoine. Elle se souvint du vieil homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Elle se souvint de sa dernière demande, ne pas laisser le cœur du Grand Hôtel Étoile se perdre. Et maintenant, d'autres personnes souillaient la mémoire de l'homme qui avait été une sorte de mentor et de second père pour elle. « Je ne vais pas me cacher, » dit finalement Amélie. « S'ils veulent une histoire, ils auront toute la vérité. Je ne vais pas me justifier comme si j'étais coupable, mais je ne laisserai pas non plus traîner le nom d'Antoine dans la boue. » Le lendemain, Amélie convoqua une conférence de presse dans la grande salle de l'hôtel. Il n'y avait rien de grandiose, pas de décor qui aurait pu ressembler à une mise en scène. Une simple table, quelques microphones, et le logo de l'hôtel en arrière-plan. Des journalistes économiques, des blogueurs et ceux qui suivaient depuis longtemps l'industrie hôtelière étaient présents. Avant que cela ne commence, Hélène entra au fond de la salle, accompagnée de Marianne. Amélie aurait préféré qu'elle se repose, mais sa mère insista. « Ma chérie, » dit Hélène, « quand tu étais petite, je te tenais la main quand tu avais peur. Maintenant, même si je suis vieille, laisse-moi être là pour toi. » Amélie sourit, luttant contre les larmes. « Merci, maman. » La conférence de presse commença par une déclaration claire de maître Victor Lefebvre. Il présenta les documents juridiques qui prouvaient comment Amélie avait acheté les actions à Antoine Fournier. Il y avait les dates, les signatures, les conditions de paiement et les approbations du conseil d'administration. Il démontra qu'Amélie faisait déjà partie de la direction du Grand Hôtel Étoile bien avant et payait sa part de propriété par versement, bien avant de connaître Henri. Ensuite, Pierre Dubois prit la parole. « Je suis le directeur général du Grand Hôtel Étoile. J'ai vu comment Madame Amélie a fait revivre cet hôtel. Elle ne s'est pas enrichie en trompant qui que ce soit. L'hôtel a grandi parce qu'elle nous a appris que la qualité du service n'est jamais déterminée par l'apparence du client. » Tamara, la gouvernante générale, se leva également. Quand l'hôtel a failli fermer, nous aurions été les premiers à perdre notre emploi. Madame Amélie a été la seule à ne pas nous abandonner. Elle est allée à la buanderie, à la cuisine, à la réception, partout où il y avait un problème. Ce n'est pas une patronne qui reste assise dans un bureau dans les nuages. Elle s'est battue à nos côtés. Le dernier témoin fut sœur Amalia, la sœur d'Antoine. Elle portait un simple voile blanc et une robe grise, mais quand elle commença à parler, toute la salle se tut. « Mon frère, Antoine, n'accordait pas facilement sa confiance, » dit la religieuse. « Avant de mourir, il m'a dit « En Amélie, j'ai trouvé l'enfant que je n'ai jamais pu avoir. »
Il ne lui a pas cédé le grand hôtel Étoile parce qu'il a été trompé. Il le lui a confié parce qu'il a vu le cœur, l'intelligence et la dignité de cette femme. Devant les caméras, Amélie ne pleura pas. Elle se tenait droite, portant une robe simple. Aucun bijou n'annonçait sa fortune. Quand elle prit la parole, sa voix était ferme. « Je n'ai pas honte de mes origines. Je suis la fille d'une couturière et d'une blanchisseuse. Je n'ai pas honte non plus que quelqu'un ait cru en moi. La seule chose dont j'ai honte, c'est de cette société qui est plus encline à croire que le succès d'une femme vient de la tromperie, et non du travail acharné ou des compétences. » La déclaration se propagea comme une traînée de poudre. Beaucoup de ceux qui s'étaient tus jusqu'alors prirent la parole. Les anciens employés du Grand Hôtel Étoile, les familles que l'hôtel avait aidées, et même ce serveur du club privé qui avait entendu la conversation de Roland et Sylvain. Bien qu'il n'ait pas pu enregistrer la conversation, il fit une déclaration officielle à l'avocat Victor concernant l'enveloppe et la rencontre. Alors que l'opinion publique se rangeait lentement du côté d'Amélie, Roland, Rebecca et Sylvain devinrent de plus en plus tendus. Dans la villa des De Valois, Chloé ne trouvait pas le repos. Elle avait en main les captures d'écran de leurs discussions de groupe, des messages où ils discutaient noir sur blanc avec Roland et Rebecca de la manière de diffuser la photo, d'utiliser le nom d'Antoine et de faire passer Amélie pour une désespérée aux yeux des gens. Elle ne dormit pas de la nuit. Elle se souvenait sans cesse d'Hélène dans la chapelle de l'hôtel, lorsqu'elle l'avait suivie secrètement une fois. Elle avait vu la vieille dame agenouillée, priant non seulement pour Amélie, mais aussi pour la famille de Valois. « Mon Dieu !» avait-elle entendu Hélène murmurer. « S'il est possible de changer leur cœur, s'il te plaît, aide-les. Je ne veux pas qu'une famille se déchire complètement à cause de la colère. » La femme qu'elle avait tournée en dérision priait en réalité pour eux. Le lendemain matin, Chloé entra dans le bureau d'Henri. Elle était pâle, sans maquillage. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressemblait pas à une héritière gâtée des De Valois, mais à une jeune fille effrayée, prête à avouer sa faute. « Mon frère !» dit-elle en lui tendant son téléphone d'une main tremblante. « Tu dois voir ça. » Henri lut les captures d'écran. Au fur et à mesure de sa lecture, sa mâchoire se crispa de plus en plus. « Tu étais aussi là dedans, Chloé. » Les larmes de Chloé coulèrent. « Je sais. Je ne vais pas me faire passer pour innocente. Mais je n'en peux plus. C'est mal. Terriblement mal. » Henri ne la prit pas dans ses bras, ne lui pardonna pas immédiatement, mais il prit la preuve. « Tu dois aussi dire ça à Amélie. » Quand Chloé se retrouva face à Amélie au Grand Hôtel Étoile, elle fut incapable de lever les yeux. Hélène était aussi là, assise en silence dans un coin. Henri et maître Victor Lefebvre étaient également présents. « Amélie, » commença Chloé, la voix brisée. « Je sais que je n'ai le droit de rien demander. Je t'ai traité horriblement, et encore plus mal, Madame Hélène. Mais j'ai apporté la preuve. Je veux aider à mettre fin à tout ça. » Amélie prit le téléphone, mais ne parla pas tout de suite. Une vieille partie douloureuse de son cœur voulait dire à Chloé qu'il était trop tard. Mais elle se souvint des paroles de sa mère. « Ne laisse pas ton cœur devenir de pierre. » Elle répondit donc calmement. « Cela n'efface pas ce que tu as fait. Mais ce que tu fais maintenant, c'est juste. » Chloé pleura en silence. Et pour la première fois de sa vie, elle ne pleurait pas parce qu'elle était humiliée. Elle pleurait parce qu'elle avait pris conscience du poids de ses propres erreurs. La preuve qu'elle a fournie a entraîné la chute rapide du plan ourdi par Roland et Rebecca. L'avocat Victor a porté plainte pour diffamation et sabotage d'entreprise. L'audit d'Henri a clairement prouvé la fraude et la falsification que Roland pratiquait depuis longtemps à la maison de commerce de Valois. Lorsque l'avocat a convoqué Roland, il n'était plus aussi sûr de lui qu'auparavant. « Nous sommes une famille, Henri, » dit Roland en sueur dans la salle d'interrogatoire. « Tu as utilisé le mot famille pour couvrir tes vols, » répondit Henri. « Ça ne marche plus. » Rebecca disparut soudainement de l'entourage de la famille de Valois. Mais il était trop tard. Ses conversations avec Sylvain et Roland furent rendues publiques. Les personnes qui l'écoutaient auparavant lors des événements mondains l'évitaient peu à peu. Sylvain, qui pensait pouvoir profiter de la chute du Grand Hôtel Étoile, se retrouva lui-même sous enquête pour ses méthodes douteuses, et les investisseurs le quittèrent les uns après les autres. Mais au milieu des batailles juridiques, il y eut une autre rencontre, plus lourde que n'importe quel document ou affaire judiciaire. Geneviève se présenta un après-midi dans le bureau d'Amélie. L'ancienne arrogance avait disparu de sa démarche, mais la fierté se lisait encore sur son visage. Elle n'était pas encore prête à demander pardon, elle voulait juste comprendre comment elle avait perdu. « Tu as détruit notre famille. » Amélie se leva lentement de son bureau. « Non, je n'ai pas détruit votre famille, Madame de Valois. Vos propres mensonges, vos dissimulations l'ont fait. Votre conviction que votre nom suffisait à tout vous pardonner.
Les lèvres de la vieille femme tremblèrent. Tu ne sais pas ce que c'est que de préserver le nom d'une famille. Mais je sais ce que c'est que de préserver l'honneur d'une mère. Et c'est un poids bien plus grand qu'un nom de famille qu'on utilise seulement pour humilier les autres. Geneviève se tut un instant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Hélène entra, accompagnée de Marianne. Elle ne savait pas que la belle-mère de sa fille était là, mais quand elle la vit, elle ne recula pas. « Hélène » dit Geneviève doucement, mais avec raideur. Hélène sourit tristement. « Madame de Valois. » Amélie s'attendait à ce qu'elle commence à s'accuser, mais Hélène s'approcha simplement et regarda dans les yeux de la femme qui l'avait si brutalement humiliée peu de temps auparavant. « Vous savez, » dit Hélène calmement, « ce soir-là j'ai eu très mal. Mais j'ai eu encore plus mal pour vous, car même si votre maison est immense, c'est comme s'il était terriblement épuisant de devoir constamment prouver que vous êtes bien au-dessus des autres. » Geneviève ne sut quoi répondre. « Ma fille, » continua Hélène, « je ne l'ai pas élevée pour qu'elle écrase les autres en montant. Si donc vous vous attendez à ce qu'elle se venge avec vos méthodes, vous vous trompez. Mais n'attendez pas non plus qu'elle retourne un jour là où on ne l'a pas respectée. » Ces mots furent comme une lente fracture dans l'âme de Geneviève. Elle ne pleura pas devant elle, ne demanda toujours pas pardon. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne trouva rien à dire. Quelques semaines passèrent, et la chute des hypocrites fut rapide. Roland dut faire face aux accusations de fraude et de falsification. Une partie des biens immobiliers des de Valois dut être vendue pour payer les dettes de l'entreprise. Rebecca perdit tous ses contacts dans le cercle dont elle était si fière. Sylvain se retira de la vie publique, tandis que ses investisseurs l'abandonnaient les uns après les autres. Pendant ce temps, le grand hôtel Étoile resta fort. Non seulement il ne fit pas faillite, mais le respect pour Amélie grandit aux yeux des gens. Mais Amélie ne célébra jamais cela comme une victoire de guerre. Pour elle, la vraie bataille n'était pas d'humilier l'adversaire, mais de protéger ceux qu'elle aimait et de préserver la bonté qu'elle avait bâtie. Un soir, Henri retourna à la villa des de Valois. Elle avait l'air complètement différente. De nombreux meubles avaient été emportés, plusieurs tableaux vendus, et le salon autrefois bruyant était presque entièrement vide. À la table de la salle à manger, Geneviève était assise seule. Les invités de haut rang n'étaient plus là. Rebecca n'était pas là. Roland non plus. Il ne lui restait que le silence. « Maman » appela doucement Henri. La vieille femme ne leva pas les yeux tout de suite. « Quand tu étais petit, je pensais qu'en protégeant notre nom, je te protégeais aussi. » Henri s'assit à l'autre bout de la table. « Mais en protégeant notre nom, maman, nous nous sommes perdus en tant qu'êtres humains. » C'est alors que la première larme tomba sur le visage de Geneviève. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. Une larme silencieuse qu'elle retenait depuis longtemps, car pour elle, pleurer était un signe de faiblesse. « Je ne sais pas comment demander pardon, » murmura-t-elle. « Tu l'apprendras, si tu veux encore que les choses s'arrangent un jour. » Ce soir-là, il n'y eut pas de grandes étreintes, ni de guérison soudaine, mais le mur de fierté de Geneviève se fissura pour la première fois. Et parfois, c'est précisément le début d'un vrai changement. De l'autre côté de la ville, Amélie se tenait sur le toit-terrasse du grand hôtel Étoile avec Hélène. Elle regardait les lumières de Paris. Un vent léger soufflait, et après tant de tumulte, le visage de sa mère était pour la première fois paisible. « Tu es fatiguée, ma chérie ?» demanda Hélène. « Oui, » admit Amélie, « mais je n'ai plus peur. » Hélène sourit. « C'est ça la vraie richesse, quand tu peux t'endormir sans avoir peur du lendemain. » Amélie serra sa mère dans ses bras. Elle savait qu'il y avait encore des blessures non cicatrisées, un mariage à réparer, une famille à affronter et des limites à maintenir. Mais ce soir, une chose était claire pour elle. Elle n'était plus cette fille silencieuse qui espérait qu'un jour, peut-être, ceux qui la méprisaient la respecteraient. Elle était maintenant cette femme qui sait comment se détourner de la porte de l'humiliation et qui sait comment ouvrir sa propre porte à ceux qui, un jour, ont aussi été chassés. Avant de continuer avec la dernière partie de notre histoire, écrivez en commentaire d'où et à quelle heure vous nous regardez maintenant. À la fin de l'histoire, nous ne verrons pas seulement qui a perdu et qui a gagné. Il est beaucoup plus important de voir comment une famille, blessée par l'orgueil et l'arrogance, guérit. Comment les cœurs blessés apprennent à pardonner. Et comment une nuit de honte peut devenir le début d'une vie de dignité, de respect et de paix. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que les mensonges de Roland, Rebecca et Sylvain avaient été définitivement révélés. Tout n'est pas devenu soudainement paisible, car dans la vraie vie, les blessures ne disparaissent pas simplement parce que la vérité éclate. Amélie avait encore des journées silencieuses et pensives. Parfois, elle se réveillait la nuit en se souvenant du visage de sa mère cette nuit-là, quand on l'avait chassée de la villa. Mais maintenant,
Un autre type de silence enveloppait sa vie. Ce n'était plus le silence de l'endurance. C'était le calme de la personne qui avait décidé de se protéger. Amélie ne retourna pas vivre dans la villa des de Valois. Elle acheta plutôt une petite maison élégante près du grand hôtel Étoile. Elle n'était pas aussi immense que la villa, mais chaque recoin dégageait de la chaleur. Dans le salon se trouvait la vieille armoire d'Hélène, qu'Amélie avait fait restaurer. Dans la cuisine, il y avait une petite table où elles prenaient leur café le matin. Dans le jardin fleurissaient le lilas, quelques géraniums et des herbes aromatiques qu'Hélène aimait cultiver. « Maman, ne les arrose pas. Il y a un jardinier pour ça, » dit Amélie un matin en voyant sa mère penchée sur les plantes. La vieille dame leva les yeux et sourit. Elle était en bien meilleure santé. Bien que son rhumatisme n'ait pas complètement disparu, son visage était beaucoup plus détendu grâce aux thérapies continues, aux médicaments appropriés et à un environnement paisible. « Ma fille, si je laisse les autres tout faire, mes genoux finiront par rouiller, » plaisanta Hélène. « Je le fais juste tout doucement. » Le docteur Martin a aussi dit, seulement lentement. Même comme ça, je bouge plus vite que certains jeunes. Amélie éclata de rire. Elle n'avait pas entendu ce rire d'elle-même depuis longtemps dans cette maison. Il n'y avait pas les cris de Geneviève, pas les regards jugeurs et méprisants de Rebecca, pas les blagues glaciales de Chloé, et aucune trace de Roland. Il n'y avait que les sons simples du matin. Le bouillonnement de l'eau chaude, le chant des oiseaux dans le jardin et la voix de sa mère, en qui la joie de vivre revenait lentement. Henri n'emménagea pas immédiatement dans cette maison. Bien qu'il soit le mari d'Amélie, il décida de ne pas s'imposer. Après ce qui s'était passé, il savait que s'excuser ne suffisait pas. Chaque jour, il devait prouver qu'il était capable de devenir l'homme dont Amélie avait toujours rêvé. Être pas parfait, mais quelqu'un qui sait comment la défendre. Il venait tous les samedis, apportant des fleurs qui n'étaient pas chères, mais qu'il savait qu'Hélène aimait. Parfois, il aidait Amélie à ranger sa bibliothèque. D'autres fois, il accompagnait Hélène à sa thérapie. Non pas parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'il voulait réparer cette nuit où il ne l'avait pas protégée. Un après-midi, alors qu'ils attendaient le médecin à la clinique, Hélène parla doucement. « Henri, es-tu en colère contre ta mère ?» Henri fut surpris. « Non, madame Hélène, j'ai juste mal. »« Ce n'est pas la même chose, » dit la vieille dame, exactement comme Amélie le lui avait dit un jour. « Si tu nourris ta colère, elle te dévore. Mais si tu apprends de ta douleur, elle te rend meilleure. » Henri baissa la tête. « Je ne sais pas si elle pourra un jour me pardonner. Le pardon ne vient pas toujours d'un seul coup, » répondit la vieille dame. « Mais je vois que tu essaies. Continue comme ça. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ma fille. » À la maison de commerce de Valois, la reprise fut lente mais sûre. Henri n'utilisa pas l'argent d'Amélie pour dissimuler les problèmes. Ils vendirent plutôt quelques-unes des propriétés de luxe et des biens de la famille. Ils réglèrent les échéanciers de paiement avec les fournisseurs et introduisirent un nouveau système de comptabilité. Monsieur Nandor, le comptable autrefois terrorisé, fut promu responsable de la conformité. Les employés que Roland avait longtemps opprimés furent de nouveau écoutés. Au tribunal, Roland dut faire face aux accusations de fraude et de falsification. Il n'était plus aussi arrogant qu'auparavant. Lors de leur dernière rencontre avec Henri avant l'audience préliminaire, il tenta encore d'invoquer les liens du sang. « Je suis ton oncle, » dit Roland. « Ne pourrions-nous pas régler ça en famille ?» Henri le regarda longuement dans les yeux. « Mon oncle, nous avons utilisé la famille depuis bien trop longtemps pour couvrir les crimes. C'est pour ça que nous en sommes arrivés là. Si tu veux de la pitié, commence par avouer. » Roland ne répondit pas. À ce moment-là, Henri sut que l'ère du secret était terminée. Rebecca, quant à elle, disparut complètement du cercle social dont elle était si fière. Elle n'alla pas en prison comme Roland, mais sa réputation, polie avec des vêtements coûteux et des mots doux, fut anéantie. Chloé entendit dire que Rebecca avait déménagé dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. Amélie ne fit rien contre elle. Pour elle, il suffisait d'avoir lavé le nom d'Antoine et d'avoir protégé l'hôtel. Les investisseurs de Sylvain se retirèrent les uns après les autres, et la chaîne Lazare fut contrainte de vendre 2 de ses établissements. Amélie ne célébra pas cela non plus. Quand Pierre lui demanda si elle voulait racheter l'un des hôtels, elle secoua la tête. « Je n'ai pas besoin des ruines de l'homme qui voulait nous détruire. Je préfère consacrer l'argent à un projet qui a une âme. » Ce projet devint la prochaine grande étape de la vie d'Amélie. La maison Hélène. De la simple idée qui avait germé en elle lorsque sa mère se remettait à l'hôtel, un programme concret et fonctionnel vit le jour avec l'aide de Pierre, Tamara, du chef Olivier, de Marianne, du docteur Martin, de sœur Amalia et de l'avocat Victor. Une ancienne aile du Grand Hôtel Étoile,
utilisé auparavant uniquement en haute saison, fut transformé pour offrir un hébergement temporaire aux patients âgés venant de province et à leurs familles, qui suivaient un traitement médical à Paris. Ce n'étaient pas des suites de luxe, mais elles étaient propres, lumineuses et dignes. « Madame Amélie », dit Tamara en lui faisant visiter le couloir fraîchement rénové. Chaque chambre a sa propre couverture, une petite armoire, un bouton d'appel d'urgence et une salle de bain facilement accessible. « Bien, » répondit Amélie. « Je ne veux plus qu'une seule personne âgée vienne à Paris et doive dormir sur un banc de gare routière ou dans une salle d'attente, simplement parce qu'elle n'a pas d'argent pour un logement. » Le chef Olivier élabora un menu simple, nutritif mais abordable. Marianne se porta volontaire pour gérer la réception. Le docteur Martin organisa des consultations gratuites avec quelques médecins certains jours. Sœur Amalia chercha des donateurs pour financer le transport médical des patients. Henri aida aussi, mais pas devant les caméras. C'est lui qui organisa les voitures qui allaient chercher les patients à la gare routière et les amenaient à la maison Hélène. Parfois, il conduisait lui-même quand il n'y avait pas assez de chauffeurs. Un jour, Amélie le vit porter la valise d'un vieil homme de la campagne. Il était en sueur, les manches de sa chemise retroussées, et il n'y avait aucune trace de l'ancienne fierté des Devallois. Quand leurs regards se croisèrent, Henri sourit légèrement. « Je ne fais pas ça pour que tu le remarques. Je veux juste aider, » dit Henri. Amélie hocha la tête. « Je sais. » C'était un petit mot, mais pour Henri, il représentait un immense espoir. Pendant ce temps, Chloé changea aussi progressivement. Après avoir fourni les preuves contre Roland et Rebecca, sa relation avec Amélie ne devint pas immédiatement proche. Elle savait que le pardon ne lui était pas dû de droit. Mais au lieu de retourner à sa vie luxueuse, elle commença à apprendre la responsabilité financière et la reddition de comptes. Elle utilisa sa propre expérience comme un avertissement pour les jeunes filles issues de familles où l'argent est une évidence, mais qui ne savent pas comment gérer les choses de la vie. Lors d'un atelier au Grand Hôtel Étoile, Chloé se leva devant les boursiers de la fondation de l'hôtel. « Avant, je pensais que si on avait un bon nom de famille et de l'argent, on était au-dessus de tout le monde. Mais j'ai appris de la manière la plus douloureuse qu'un sac à main cher ne vaut rien si on ne respecte pas les autres. N'attendez pas de blesser quelqu'un avant de changer. » Amélie se tenait à l'arrière et écoutait en silence. Elles n'étaient pas encore les meilleures amies, mais elle voyait un vrai changement, et pour l'instant c'était suffisant. Le changement le plus lent fut celui de Geneviève. Après la vente de la majeure partie de la villa, elle déménagea avec Chloé dans une maison beaucoup plus petite. Il n'y avait plus de domestiques, plus de longs dîners remplis d'invités qui ne faisaient que prétendre être heureux. Pour la première fois de sa vie, elle dut apprendre à se faire son café elle-même, à faire la queue à la pharmacie et à regarder les prix avant d'acheter quelque chose. Au début, elle était en colère contre tout le monde. En colère contre Roland, Rebecca, Sylvain, Henri et surtout contre Amélie. Mais au fil des semaines, en voyant qu'Amélie continuait d'aider les autres au lieu de se vanter de leur chute, elle se lassa progressivement de sa propre colère. Un soir, Chloé la trouva à la petite table de la salle à manger. Geneviève regardait le chapelet qu'Hélène avait laissé ce soir-là, lors de la grande humiliation. Geneviève l'avait gardé depuis. « Maman, » dit Chloé. « Rends-le-lui. »« Je ne sais pas comment me présenter devant elle, » murmura Geneviève. « Commence par une lettre. Tu n'as pas besoin d'être parfaite tout de suite, juste sincère. » Geneviève écrivit la lettre pendant plusieurs nuits, déchirant de nombreux papiers. Les premiers étaient pleins de justifications, les suivants de défense. Ce n'est qu'à la troisième tentative qu'elle apprit à mettre de côté sa fierté. Quand la lettre fut terminée, elle était courte. À Hélène, « Je ne sais pas si j'ai encore le droit de t'appeler amie, mère ou même connaissance. Je sais seulement que cette nuit-là, quand j'ai dit que tu devais dormir dans le garage, ce n'est pas toi qui t'es rabaissé. C'est moi qui me suis rabaissée en tant qu'être humain. Je ne demande pas un pardon immédiat. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant qu'une mère qui a souffert pour son enfant ne doit jamais être méprisée. Je t'ai humiliée, et je n'ai aucune excuse. Si le jour vient où tu pourras me faire face, je te rendrai le chapelet que tu as laissé ici. S'il ne vient pas, je l'accepterai aussi. Geneviève. » Quand Hélène la lut, elle resta silencieuse un long moment. Amélie était assise à côté d'elle, prête à accepter si sa mère ne voulait pas répondre. « Maman, tu n'es pas obligée de pardonner tout de suite. Je sais, ma chérie, mais je ne veux pas vieillir en portant un fardeau que je pourrais déposer, tout doucement. » Elle n'alla pas voir Geneviève immédiatement, mais elle envoya une réponse. « J'ai lu ta lettre. La confiance n'est pas totale, mais la porte est ouverte à la conversation. » Le jour de l'inauguration de la maison Hélène arriva. Ce n'était pas aussi grandiose que les événements du Gotha, mais c'était rempli de gens qui avaient vraiment une raison d'être là.
Il y avait des patients âgés de province, des infirmières, le personnel de l'hôtel, des bénévoles et quelques journalistes qui voulaient voir le projet qui était devenu un symbole de dignité. Hélène s'avança dans une robe simple qu'Amélie lui avait fait faire. Elle n'était pas habituée à l'attention, alors elle tirait constamment sur les manches de sa blouse. « Maman, tu es magnifique », murmura Amélie. « C'est peu être trop », dit la vieille femme. « Pas du tout, c'est parfait. » Henri était là, arrangeant silencieusement les chaises. Chloé était là aussi, aidant à l'enregistrement. Il y avait Pierre, Tamara, le chef Olivier, Marianne, le docteur Martin, sœur Amalia et l'avocat Victor. Tous ceux qui avaient fait partie de la lutte étaient là. Non pas pour se souvenir de la douleur, mais pour montrer ce qui peut en germer. Avant la coupe du ruban, une partie de la foule se tut soudainement à l'apparition de Geneviève. Elle ne portait pas de bijoux, juste une robe simple de couleur unie. Elle n'était pas accompagnée d'un chauffeur, pas d'amis, et n'avait pas l'intention d'être au centre de l'attention. Elle tenait dans sa main le chapelet d'Hélène. Amélie la vit. Un instant, son corps se tendit, mais Hélène prit la main de sa fille. « Je vais lui parler, » dit la mère. Geneviève s'approcha lentement. Quand elle arriva devant Hélène, elle lui tendit le chapelet d'une main tremblante. « Hélène, » dit-elle d'une voix brisée, « je te le rends, et si tu le permets, j'aimerais te demander pardon en face. » Le silence se fit autour d'elle. Amélie ne parla pas. Henri ne bougea pas. Geneviève s'agenouilla, non pas pour se montrer aux autres, mais parce qu'elle ne pouvait plus supporter le poids de ses actes. Ce n'est pas le garage qui convient à une mère qui a élevé une femme comme Amélie. C'est moi qui devrais avoir honte. C'est moi qui aurais dû apprendre où était ma place. J'ai pardonné trop d'erreurs à moi-même dans la vie, mais je ne sais pas si tu peux me pardonner. Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. Elle regarda longuement la femme qui l'avait un jour fait pleurer, puis elle lui posa la main sur l'épaule. « Relevez-vous, Geneviève, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas Dieu pour juger tout votre cœur. Mais en tant que mère, je sais combien il est difficile d'admettre que nous avons fait une erreur. Je commencerai le pardon. Mais la confiance, nous devrons la cultiver avec le temps. » Geneviève se releva, pleurant toujours. Hélène ne la serra pas immédiatement dans ses bras, mais elle lui prit la main. Pour les personnes présentes, c'était suffisant. Il n'y avait pas de théâtre, pas de miracle soudain, juste un début vrai et sincère. Amélie s'approcha de sa belle-mère. Elles se regardèrent un instant. Dans les yeux de Geneviève, il n'y avait plus de traces de l'ancien mépris. Il y avait de la honte, de la tristesse, et l'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourrait avoir une bonne relation. « Amélie, » dit Geneviève, « je sais que je n'ai pas le droit de demander une place dans ta vie. »« Vous avez raison, » répondit Amélie, calmement mais pas cruellement. « Cela ne se demande pas simplement. Mais vous pouvez le prouver avec le temps. » Geneviève hocha la tête. « Je le ferai. » Quand le ruban de la maison Hélène fut coupé, un tonnerre d'applaudissements éclata. Mais le son le plus important pour Amélie n'était pas les applaudissements, mais le rire doux de sa mère alors qu'elle accueillait le premier patient âgé qui emménageait dans le programme. 2 ans plus tard, la maison Hélène s'était étendue à 3 villes. Le Grand Hôtel Étoile était connu non seulement comme un hôtel de luxe, mais aussi comme une entreprise avec un cœur. Hélène devint la mère honoraire de la fondation. Elle visitait souvent les chambres, parlait avec les patients âgés et leur rappelait que personne ne devait avoir honte simplement parce qu'il avait besoin d'aide. Chloé continua son travail de bénévole et apprit complètement à vivre indépendamment du luxe. Geneviève devint une bénévole régulière de la maison Hélène, en arrière-plan. Elle ne prenait pas de micro, ne se faisait pas photographier et ne brandissait pas l'ancien nom de sa famille. On la voyait souvent dans l'entrepôt de linge, rangeant les couvertures pour les personnes âgées qui, autrefois, étaient comme Hélène et n'avaient nulle part où dormir à Paris. Un jour, Amélie la vit poser délicatement une fleur sur la table de chevet d'un patient. « Geneviève » l'appela Amélie. La vieille femme se retourna. « Juste Geneviève, si je peux me permettre. » Amélie sourit un instant. « Merci pour votre aide. » Geneviève hocha la tête. « C'est à moi de vous remercier. C'est ici que j'ai appris à quel point mon monde était étroit autrefois. » Elle n'était pas encore devenue comme une vraie mère et sa fille. Tout n'était pas si simple. Mais elles étaient en paix l'une avec l'autre. Et souvent, c'est bien plus vrai qu'un changement soudain. Amélie et Henri, entre-temps, renforcèrent leur mariage. Non pas par un grand mariage, mais par un simple renouvellement de vœux dans le jardin du Grand Hôtel Étoile. Hélène était là, au premier rang, un mouchoir à la main. Geneviève était là aussi, à côté d'elle, silencieuse et paisible. Quand Henri prit la main d'Amélie, sa voix était claire et sonore lorsqu'il fit sa promesse.
Je ne promets plus de ne jamais faire d'erreur. Je promets de ne plus jamais rester silencieux si quelqu'un est blessé devant moi. Surtout si c'est toi et Madame Hélène. Amélie le regarda longuement. Ils avaient dû se battre pour en arriver là, mais elle savait maintenant qu'ils ne retourneraient jamais à l'ancienne douleur. Et ma promesse, dit Amélie, est de ne plus jamais me cacher juste pour être aimée. Si tu m'aimes, aime-moi entièrement. D'où je viens, ma famille, et la force que j'ai apprise de la douleur. Dans la dernière scène de leur histoire, il faisait nuit au Grand Hôtel Étoile. Le couloir de la plus belle suite était silencieux. Amélie accompagna lentement Hélène dans la chambre. Ce n'était plus parce que sa mère devait guérir. C'était le cadeau d'Amélie pour l'anniversaire de sa mère. Une nuit dans cette suite qui avait été un jour leur refuge, après que la honte les en eût chassés. De la fenêtre, on voyait les lumières de Paris. Hélène s'assit sur le bord du lit et caressa la couverture douce. « Ma chérie, dit-elle, je n'ai pas besoin d'un palais. Mais merci de ne plus avoir à mendier le respect. » Amélie s'agenouilla devant sa mère et lui prit les mains, celle qui avait un jour lavé, cousu, enduré, et l'avait élevée. « Nous ne retournerons plus jamais à la porte de ces gens qui ne veulent pas nous laisser entrer, maman, » répondit Amélie. « Maintenant, c'est nous qui ouvrons la porte aux autres. » En dehors de la suite, on pouvait entendre le rire doux du personnel, les pas des clients qui arrivaient, et la vie qui continuait son cours. Tout n'était pas parfait, mais les nombreuses luttes avaient enfin un sens. L'ancienne mère, qu'on avait failli faire dormir dans le garage, était devenue la marraine d'un foyer qui accueillait de nombreux nécessiteux. La fille, qu'on avait méprisée en silence, était devenue une femme qui n'avait plus besoin de crier pour être respectée. Et la famille, autrefois brisée par l'orgueil, avait appris à se reconstruire. Non pas par la fortune, mais par l'aveu, le changement et le respect de la dignité humaine.